Donc, bonjour à toi, Baptiste. Bonjour Pierre. Donc, un grand plaisir de te retrouver ici. Ouais, Euh, je souhaitais avoir un petit échange avec toi au sujet du parcours qu'on a pu faire ensemble. Parce que tu fais partie donc de la première promotion de l'académie qui a fait la formation initiale. tout à Et fait. l'idée, c'était de pouvoir revenir, donc 2 ans après, sur le cheminement que cela a pu susciter chez toi, pour qu'on puisse préciser pour les gens qui nous écoutent et pour les gens qui nous regardent, quel est où se trouve finalement le cœur du travail qu'on propose au sein de l'académie. Parce que l'approche que nous avons, comme elle est très épistémologique et très réflexive, en fait, elle sort un peu du cadre habituel de ce qu'on retrouve dans la plupart finalement des formations. Et donc, ça va être intéressant que les gens puissent voir concrètement comment est-ce que cela peut permettre de cheminer et comment est-ce que cela peut permettre de soulever certaines formes de questionnement qui pouvaient paraître complètement absents jusque-là et qui peuvent tout d'un coup paraître essentiels. Donc, je vais te laisser évidemment te présenter avant ça. Mais je tenais d'abord à vraiment te remercier parce que les échanges que l'on a eus déjà jusqu'à présent, notamment dans le cadre des soirées des académiciens, ont permis vraiment de soulever des éléments de réflexion, pour moi, que je n'avais pas anticipé dans le cadre de la formation. Et ça, je tenais à le préciser parce que c'est la dimension vertueuse de ce travail-là, c'est-à-dire à savoir que moi, même si je transmets mon travail, je m'inscris aussi comme un élève parmi les autres. C'est-à-dire que j'en apprends tout autant dans l'échange que nous pouvons avoir au sein de l'académie. Et ça, c'est vraiment une richesse que je tiens à soulever parce qu'elle m'a énormément amené. Donc, Baptiste, je te laisse la parole pour te présenter un petit peu à tous ceux qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Merci beaucoup Pierre déjà pour cette petite invitation de témoignage. C'est toujours un plaisir d'échanger ensemble, comme on a déjà pu le faire plusieurs fois, que ce soit autour des réseaux ou évidemment pendant l'académie. Du coup, Baptiste Blanchard, comme toi, c'est quelque chose qu'on partage, je suis ostéopathe. J'ai d'abord fait kiné dans mon cursus, puis je me suis dirigé vers l'ostéopathie par curiosité, par envie de me former. C'était déjà quelque chose qui était présent dans l'accompagnement des patients, dans l'envie justement de m'ouvrir à des choses différentes. Donc j'avais le choix ou de rester dans des formations purement kinésithérapiques ou de m'orienter vers l'ostéopathie. J'ai trouvé un chemin qui m'allait bien dans ce sens. Et c'est à ce moment-là où moi, personnellement, j'ai vraiment été touché par l'ostéopathie et ce qu'elle représentait, ce qui était pas du tout l'idée que j'en avais d'ailleurs quand je suis rentré à l'école. Et, euh, et c'est vraiment, et c'est là où je veux aussi revenir à ta formation, mais à la suite de l'école d'ostéopathie qui m'a en fait ouvert un petit peu plein de portes et plein de questionnements sur le fonctionnement du vivant en fait, hein, parce que ben, en soi, quand on va recevoir quelqu'un en séance, le but c'est d'arriver à comprendre un petit peu son fonctionnement pour pouvoir l'aider par rapport à ce qu'il va nous demander. Et c'est avec cette curiosité-là que j'ai commencé à faire diverses formations directement après l'école. J'en ai vraiment fait beaucoup autour de l'ostéopathie, notamment avec Pierre Tricot en tissulaire que tu connais également, mais également avec la biodynamique, avec Pascal Ancelin. Enfin, je suis allé piocher plein de choses qui éveillaient ma curiosité et ça m'a vraiment ouvert plein de portes sur des questions, beaucoup, ce qui est, je pense, important, parce que on le sait bien, mais tant qu'on reste dans nos acquis et dans une certaine forme de vérité qu'on pense savoir, mais on est souvent un petit peu dans le faux et c'est, je pense, souvent là qu'on se retrouve face à des murs un petit peu dans notre façon de soigner les gens ou du moins de les aider. Et ça a du coup vraiment permis, dans un premier temps, moi, de simplement devenir, en quelque sorte, même si j'aime pas trop ce mot, mais meilleur en tant que thérapeute et en tant qu'ostéopathe. Je le voyais Mhm. vraiment dans ma prise en charge, dans moi-même, ma façon de me sentir dans les séances, en fait. Ça paraît tout bête, mais... Non, non, c'est important. Et comme ça m'a ouvert vraiment l'esprit sur des choses en fait que j'aurais même pas imaginé à l'époque quand j'étais kiné ou même pendant mes études d'ostéopathie. Si je m'étais dit ça à l'époque, que je revenais dans le passé et que je me disais là en tant qu'étudiant, mais en fait c'est peut-être ça qui est important dans le soin, et tu vois, j'aurais pas compris sur le moment. Et en ce sens-là, ben, je me suis vraiment épanoui dans l'ostéopathie dans un premier temps, mais également aussi en fait en tant que moi-même, c'est-à-dire que quand tu commences à remettre en question ben, comment tu accueilles les gens, comment tu les écoutes, tu remets aussi en question toi, comment tu t'écoutes, tu remets en question
ta façon d'écouter les gens, pourquoi peut-être avant tu les écoutais pas de cette façon-là. Et donc, progressivement, ça m'a permis aussi, moi, d'évoluer personnellement, d'évoluer dans mes relations, d'évoluer dans ma relation de couple, qui actuellement est toujours présente. Et tu vois, ça a été vraiment un cheminement, tu connais ma compagne, qui a été fait Tout à fait. en commun dans tout ça. Et c'est pour ça que les formations me tenaient vraiment à cœur, parce que j'en ai fait énormément et ça m'a vraiment beaucoup servi. C'est également grâce à ça, vraiment grâce à ces formations, que j'ai faites quand même 2 ans avant d'avoir le diplôme d'ostéopathie. Dès ma deuxième année d'école d'ostéo, j'ai commencé à faire beaucoup de formations. Ce qui Mhm. fait que quand je suis sorti de l'école d'ostéopathie, je me suis mis directement que à l'ostéopathie, j'ai arrêté la kiné. Dans une ville à Montpellier qui est quand même surpeuplée en ostéopathes, et actuellement c'est quand même extrêmement difficile de vivre que de ça. Et Ouais. heureusement pour moi, ça s'est très bien déroulé, mais je pense vraiment en grande partie grâce à toutes ces formations que j'ai fait et à cette ouverture que j'ai eue. Et c'est donc suite à mes 2 ou 3 ans maintenant de pratique en ostéopathie, de 2 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets, dont le travail que tu effectuais de ton côté, Pierre, autour de l'hormèse, autour de l'homéorésie. Voilà, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, à écouter ton podcast que tu as fait avec Aurélie. Et vraiment, Ouais. ça me parlait, c'était clairement dans le sujet qui m'intéressait, autour de la physique quantique, mais surtout autour de comprendre les choses de façon vraiment terre à terre, parce que j'adore l'ostéopathie, j'adore ce qu'elle procure, j'adore la philosophie qu'il y a derrière, je me questionne énormément, mais j'aime bien aussi rester vraiment dans les choses terre à terre que je peux comprendre en acceptant qu'il y a des choses que je comprends pas et en acceptant de travailler avec. Mais c'était vraiment cette approche-là que j'aimais bien, comme d'ailleurs pouvait l'avoir Pascal Ancelin avec l'ostéopathie biodynamique dans laquelle on peut se perdre complètement dans la théorie, on peut partir vraiment dans des choses qui sont un petit peu perchées, mais lui, il le ramenait vraiment à quelque chose de terre à terre, de pratico-pratique, et il explique très bien, et c'est ce qui m'a plu, et c'est vraiment ce qui m'a plu aussi dans ta proposition, de ramener du sens dans la compréhension du vivant. Et donc, j'ai été vraiment curieux à tout ça, et c'est pour ça que rapidement, je me suis dirigé vers ta formation, surtout que c'était la première année, que c'était en présentiel, ça me bottait vraiment d'aller partager ces moments-là. Et c'est donc là qu'on a commencé la formation, qui était sur 4 séminaires, 3 séminaires? Alors, il y a eu 3 séminaires. Il y en avait eu un Trois, donc sur l'homéostasie, sur voilà, l'hormèse et sur l'homéorésie. exactement. 3 séminaires du coup de 1 semaine et ça a été vraiment un plaisir. Ça a été vraiment un plaisir et ça, en fait, c'était vraiment dans la continuité que, de tout ce dont je viens d'expliquer, c'est-à-dire des formations que j'avais mis en place, de l'ouverture d'esprit que j'avais. Et c'est vrai que je m'attendais pas à grand-chose, parce que je savais absolument pas dans quoi je me lançais, même si j'entendais un petit peu ce que tu expliquais. Je savais pas comment ça allait se passer, de quelle façon ça allait être mis en place. Et, c'est là que j'ai vraiment apprécié donc ta façon en fait de transmettre le travail que tu as fait. C'est déjà un petit peu on va dire la première bascule qui a pu, disons, m'éclaircir des choses dans ta formation. C'est cette fameuse relation que tu décris beaucoup entre l'information, le savoir et la connaissance. Et c'est vraiment à partir de là que toi, tu as développé tes cours. Et c'est Exactement. vraiment, moi, ça a été un déclic parce que d'un coup, ça remet en question beaucoup de choses sur les discussions, en fait. C'est tout bête, mais sur la parole. Et moi, parce que du coup, forcément, on avait prévu de faire cette interview aujourd'hui. Et quand je me pose la question sur vraiment qu'est-ce que j'en retiens, parce que ça fait quand même 2 ans. Ouais. Il y a une continuité dans l'académie que tu proposes, dans le sens où on a un groupe, où on continue toujours à avoir des réunions Zoom, etc. Moi, de par ma vie personnelle, où j'ai eu un enfant, où il y a beaucoup de choses qui sont passées, j'ai moins pu participer, donc je m'y suis un peu éloigné quand même depuis 2 ans. Et donc je me dis, qu'est-ce que tu en retiens, tu vois, maintenant, alors que tu es quand même beaucoup moins dedans et je suis moins dans cet esprit informatif et formatif. Et c'est vraiment la puissance pour moi des mots, la puissance, l'importance des mots, l'importance de la discussion et l'importance de comprendre ce qu'on nous dit, mais vraiment dans le fond, c'est-à-dire ne pas rester dans la superficie des paroles et essayer d'aller se questionner, puisque ça passe vraiment par le questionnement intérieur de la personne, ce qu'elle est en train de me dire, quelle valeur ça a, et de comprendre surtout l'importance des mots aussi que moi je vais dire en tant que thérapeute à mes patients. Pour moi, ça a été vraiment la plus grande, je pense, leçon que j'ai eue à travers ces formations. Et peut-être, je te laisse en parler un petit peu déjà, au moins par rapport à ce triptyque savoir, Mhm. connaissance, information, qui pour moi est capital. Et c'est vraiment à partir de là que tu as développé tes cours et que tu développes encore tes cours. Et c'est ça qui est pour moi extrêmement important.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses, et c'est vrai que là où nous, on se rejoint, si tu veux, dans notre parcours personnel, effectivement, c'est l'ostéopathie. Et là où l'ostéopathie, je pense, se dégage et se distingue, en fait, des autres disciplines, pas pour dire que c'est mieux ou moins bien, c'est qu'elle se D'accord. distingue simplement, et c'est cette distinction, moi, qui m'a attiré, c'est justement cette approche philosophique. C'est-à-dire que Steele avait vraiment une approche philosophique, mais philosophie, à l'époque de Steele, ça voulait dire systémie. C'est-à-dire que on n'isolait pas les savoirs et on essayait d'agencer et de relier les différents courants de compréhension qu'on avait dans le cadre du savoir de l'époque. Et donc, ça demandait énormément d'humilité et ça donnait beaucoup de profondeur, en fait, à l'approche que Steele pouvait avoir du vivant. Et moi, c'est ça qui m'a attiré parce que j'y ai vu une possibilité d'épanouissement de mon propre cheminement, en fait. Je me voyais être ostéopathe, mais pas en tant que métier, en tant que cheminement personnel. Et donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a attiré. Et donc, l'académie, en fait, est une extension un petit peu de cette démarche, parce que à une époque où, effectivement, on est criblé d'informations, d'accord, il est très difficile, il est facile de faire beaucoup de formations, il est beaucoup plus difficile de les digérer et de les assimiler. C'est-à-dire que autant on nous propose beaucoup de formations, autant on ne nous apprend pas forcément, ou en tout cas on ne nous donne pas l'occasion d'apprendre à cheminer et d'apprendre à structurer ces informations-là. Et donc le travail de l'académie, c'est vraiment instauré dans ce cadre-là. Donc oui, effectivement, cette distinction dont tu parles entre information, savoir et connaissance, elle est liée à notre époque où nous sommes submergés d'informations et nous ne sommes pas en même temps submergés d'outils pour gérer ces informations-là. Donc l'information, comme on l'avait défini donc dans la formation, c'est que l'information, c'est quelque chose qui est présent partout, tout le temps, pas que dans les journaux, pas que dans les médias, c'est partout autour de nous. D'accord? Ce qu'il y a dans notre environnement est informationnel. Mais c'est quelque chose qui glisse ou qui interagit avec nous sans que ce soit structuré. Alors que le savoir, c'est une relation que nous entretenons avec l'environnement informationnel, ok, et dans lequel, dans notre relation à l'environnement, on structure cette information. C'est-à-dire que l'information va prendre justement une forme spécifique qui est liée à la relation que nous entretenons avec notre environnement. Donc, dans le cadre universitaire, par exemple, la forme peut être celui des livres. D'accord? Donc, dans les livres, tu as du savoir. D'accord? Mais pour quelqu'un qui n'a pas les codes pour comprendre, par exemple, un livre d'anatomie, d'accord? Mais en fait, ça va être purement de l'information. OK? Et ça, c'est aujourd'hui, à mon sens, l'un des mécanismes d'apprentissage qui est pas suffisamment compris et qui fait que beaucoup de gens se perdent et ne peuvent pas profiter du privilège d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'on peut finalement, quand on a compris ça, cumuler beaucoup d'informations, d'accord? On peut stocker beaucoup d'informations, mais sans vraiment développer du savoir. Et alors, la connaissance, c'est encore une étape supérieure qui fait que de par l'expérimentation du savoir qu'on a construit, on peut, en étant imprégné soi-même, c'est-à-dire en lui donnant une signification expérimentale, obtenir une véritable connaissance. Et c'est là qu'on connaît quelque chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître quelque chose si on ne l'expérimente pas. C'est-à-dire si on ne lui fait pas vivre une action, une séquence active entre nous et le savoir. Et de la même façon, le savoir, si il reste savoir trop longtemps, le savoir, il est dans une interface. S'il reste savoir trop longtemps, eh bien en fait, s'il n'est pas transformé en connaissance, il redevient information. C'est-à-dire qu'il reste dans l'oubli. Donc finalement, il y a très peu de connaissances, il y a encore moins de savoir, par contre, il y a énormément d'informations dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est, à mon sens, l'une des grandes difficultés, parce que, et je terminerai sur ça par rapport à ce qu'on vient de dire, mais sur l'ensemble des modules qu'on a fait, tu as vu que c'est une approche toujours historique et qui permet de déstructurer, en fait, déjà de construire la façon dont c'est apparu, la façon dont les savoirs sont apparus. C'est déconstruit par rapport à ce que nous savons aujourd'hui et c'est reconstruit par rapport à ce que nous pensons comprendre aujourd'hui.
Ce qui fait que lorsqu'on fait ce travail de cheminement, c'est-à-dire un travail historique des sciences, ça va permettre à chaque personne de s'approprier l'idée du savoir. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit quelque chose, par exemple, qu'on vous présente de façon ad hoc, en vous disant les choses sont comme ça, eh bien, si sur le moment ça n'a pas de sens et que vous ne vous en rendez pas compte, ça va rester de l'information. Et donc, vous pouvez très bien faire une formation, mais que si ça n'a pas de sens, vous allez rester à l'état d'information et vous ne pourrez rien en faire de ce que vous faites. Alors que la structure du travail, justement, en faisant le constat de cette situation, lorsqu'on reprend la structure de l'académie, ça permet, quel que soit là où se trouve l'individu, eh bien, en fait, de s'approprier l'histoire de ce savoir pour l'adapter en fait à son propre cheminement. Donc qu'on soit ostéopathe, qu'on soit kiné, qu'on soit avocat, qu'on soit apiculteur, peu importe en fait, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, parce que c'est un rapport avec la façon dont on apprend. Et le fait d'apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui est complètement déconnecté de la grande quantité d'informations qu'on obtient. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi, tu vois, ça me fait un peu imager la chose. Pour avoir fait également beaucoup de formations, je vois bien des fois qu'il y a certaines formations qui vont te donner, comme tu dis, ad hoc, toute une quantité d'informations, mais presque brutes, Oui, sans te proposer la possibilité de faire de te créer un lien propre avec cette information pour en faire un savoir. Et je vois le truc comme si tu vois, il y avait ce genre de grille où tu dois découvrir les mots dans les grilles qui sont remplies de oui, lettres, tu vois, un peu dans tous les oui, sens. je vois. Comme s'il y avait cette quantité d'informations partout. Et tant que toi, tu n'as pas déjà fait un lien avec un mot qu'il y a dans cette grille, ben, ça n'a pas de sens pour toi. Une fois que tu fais le lien avec le mot qui est dans cette grille, pour en faire un petit peu plus que juste voir ce mot, il faut que tu connaisses un peu l'histoire du mot, en fait. Et Exactement. ça revient exactement à ce que tu fais dans le cours, c'est-à-dire nous présenter d'abord l'historique d'un thème pour pouvoir l'appréhender. C'est-à-dire que et ça, tu vois, ça me fait faire le lien exactement le même qu'on a quand on a un patient qui vient nous voir. Tu vois, on a un patient qui vient nous voir. Si on le prend juste à doc comme ça et qu'on lui propose un traitement directement, sans s'intéresser à son histoire, mais en fait, on passe complètement à côté de la séance. C'est ça. Et dans le même principe, si tu vois un mot, mais qu'il y a juste le mot, que tu t'intéresses pas un petit peu à l'histoire qu'il y a derrière ce mot, ben, tu vas pas en comprendre toute sa profondeur. Et c'est là où, dans ce que je disais tout à l'heure, si on reste à la superficie des mots, à la superficie du discours, en Mhm. fait, on se comprend pas. Et on passe souvent à discuter, à batailler dans des discussions qui sont parfois stériles, parce qu'on s'écoute pas et on ne prend pas le temps d'écouter la profondeur du discours que peut avoir l'autre. C'est ça. Et ça me fait le lien hein, vraiment avec ce qui se passe parfois avec mes patients, tu vois. On a des patients des fois qui viennent nous voir et à la fin d'une séance, ils peuvent nous demander des choses et eux-mêmes parfois, par exemple, ils nous demandent alors vous avez senti ça ou vous avez senti ça, mais eux-mêmes, ils ne sont pas questionnés sur la question qu'ils ont posée. Et moi, souvent, je leur réponds par une propre question et je leur demande, mais qu'est-ce que vous attendez possiblement comme réponse à votre question? Et là, Mhm. ils réfléchissent et en fait, ils disent, j'en sais rien, tu vois, ils disent, Ouais, je sais pas. ouais, Et pour moi, ça illustre très très bien ces propos-là, c'est-à-dire que on peut pas se permettre de jouer avec des mots si on n'en se questionne pas un minimum sur la signification de ce qu'on veut dire, tu vois. ouais. Et ça, pour moi, ça a pris beaucoup d'importance et c'est des choses dont j'avais absolument pas conscience avant de faire la formation. Et en fait, on peut pas se rendre compte de quelque chose qu'on ne connaît pas ou du moins dont on n'a pas fait la rencontre et le questionnement pour avoir du savoir puis de la connaissance. Mm. Et ça, tu vois, c'est des choses qui sont pour moi maintenant très concrètes, qui sont très claires dans ma tête et qui avant ne l'étaient absolument pas. Tu vois, ça a été vraiment un Mm. éclaircissement sur des choses qui en fait sont extrêmement importantes dans le soin et dans mes séances. Parce qu'aujourd'hui, je mets beaucoup, beaucoup d'importance à comprendre chaque mot que le patient va me dire et essayer de trouver l'histoire qu'il y a derrière. Et en fait, ça apporte énormément de réponses à sur moi, la posture que je vais avoir derrière dans la séance. Exact. Et là, ça, c'est, tu vois, c'est tellement important ce dont tu parles que ça fait partie en fait du premier chapitre du Ouais, premier module. C'est-à-dire ouais, qu'on exactement. commence C'est vraiment ça. par ça parce que c'est Ouais. probablement l'une des théories qui a le plus d'implications, si tu veux, dans notre quotidien. Et on passe notre temps après à revisiter toutes les révolutions scientifiques du XXe siècle, 19e et XXe siècle, au, au travers du prisme de ce constat-là. C'est-à-dire qu'on va décortiquer tout ça en essayant. Donc, en fait, c'est une forme de maïeutique, en fait, où on va venir questionner, re-questionner, re-questionner pour essayer de mettre à jour
toutes les fausses évidences. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur du travail de l'académie, c'est-à-dire de révéler la quantité astronomique de fausses évidences dans lesquelles nous baignons. Et où est le risque et et où sont les conséquences pour quelqu'un comme toi et moi qui travaillons en cabinet? Eh bien, c'est tout simple. Si nous n'avons pas conscience de tous ces fausses évidences et donc de tous les biais cognitifs qui existent, moins nous les connaissons, en tout cas moins nous en prenons conscience, plus nous les subissons. Plus nous les subissons, plus nous les faisons subir à nos patients. Parce que quand on a un patient qui arrive, moins on a conscience de l'état de biais dans lequel nous nous trouvons, plus on fait de transfert chez notre patient. Et plus on devient, je dirais, pas seulement interventionniste, je dirais invasif. Tu sais, moi, j'avais mon maître de mémoire qui m'avait dit quelque chose très, très, très tôt pendant mes études et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et qui m'avait dit qu'il fallait prendre, qu'il fallait accueillir les patients dans leur paradigme. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je savais ce que c'était qu'un paradigme, mais je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Il dit, mais attends, mais je veux dire, je suis en train de faire 6 années d'ostéopathie, quand même. C'est moi qui sais. Lui, il vient me voir, il vient me demander quelque chose. Je ne vais pas m'adapter à lui, en fait. Tu vois, c'était incompréhensible à ce moment-là pour moi. Et en fait, il avait totalement raison. Totalement raison. Mais par contre, ça s'explique justement par tout ce qu'on décortique, en fait, dans cette formation. Parce que les enjeux dans la relation et dans ce qu'on va transférer chez le patient est beaucoup plus puissant en termes de résultats que le seul traitement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as deux phénomènes dans une consultation. Tu as la structure et la fonction. La structure, c'est le cadre, en fait, le paradigme dans lequel tu accueilles la séance. D'accord? C'est-à-dire, tu crées une bulle et c'est cette bulle qui va déterminer ce qui va se dérouler dedans. D'accord? Et la fonction, c'est tout ce que tu vas dérouler de ce que tu as appris en termes de technique. Mais la technique, là où on va penser a priori, si on n'a pas fait tout ce travail de cheminement, on va penser que c'est l'élément le plus important, c'est-à-dire que tu vas avoir l'anamnèse et puis après tu traites. Et ça, c'est ce qui va faire 90% de ton efficacité. Eh bien, en fait, ce qu'on a découvert et ce qu'on comprend avec notre formation, et tu me diras si tu es d'accord avec moi en tout cas, c'est que cette partie liée à la technique, elle se réduit à peau de chagrin au fur et à mesure qu'on apprend des choses. C'est-à-dire que ce qui va être le plus important, c'est prendre conscience de ce que nous croyons savoir, détecter nos fausses évidences et, à travers les biais cognitifs, laisser beaucoup plus de place au patient et à son histoire, et non pas à l'interprétation que nous en faisons. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment tout le travail qui demande beaucoup au final d'énergie parce que arriver à déconstruire un système qu'on a mis en place pour accepter que on n'a pas forcément raison et pour accepter que ce qu'on a appris, c'est pas forcément une vérité et C'est qu'au ça, final, il n'y a pas vraiment de vérité et que le exactement. but, c'est en fait de comprendre simplement ben, l'environnement du patient, dans quel monde il vit, parce qu'on ne vit pas forcément dans le même monde étant donné qu'on n'a pas la même éducation, étant donné qu'on n'a pas les mêmes relations avec notre environnement, étant donné que on n'a pas eu les mêmes expériences de vie, en fait, tout simplement, et ça se comprend. Et si moi j'étais à la place de ce patient, je ne verrais pas le monde de la même façon que ce que Tout à moi je fait. le vois. Il n'a pas eu les mêmes expériences que moi. Il a été agressé dans la rue quand il avait 12 ans, il va pas avoir la même vigilance quand il se trimballe dans la rue que moi qui n'ai pas été. Enfin, c'est un exemple Tout à tout fait. bête, mais en fait, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et l'expérience de vie fait qu'on n'a et pas du tout la même relation avec le monde. C'est Et si ça, on n'entreprend pas de déconstruire un petit peu notre ego et de se dire que si le patient, je viens pas le rejoindre un petit peu dans sa bulle, ben en fait, comment il peut me faire confiance? Et malheureusement, aujourd'hui, quand on sait que, je crois qu'il y avait des études qui avaient été faites sur combien de temps mettait un thérapeute, je sais plus si c'était un médecin ou un ostéopathe ou un kiné, peu importe, mais pour couper la parole du patient quand il a commencé à parler sur l'anamnèse, je crois que c'était 3 ou 4 secondes, un truc comme ça. Et comment tu veux écouter l'histoire d'un patient si tu le coupes au bout de 3 ou 4 secondes pour lui déballer toi ton savoir et tes connaissances, tu vois, c'est pas possible. Et en fait, tout le cheminement que tu proposes à travers ces 3 modules, c'est d'abord, il y a de la connaissance à engendrer parce qu'on fait l'expérience d'eux, parce qu'il y a vraiment du contenu, et le contenu est très large et parfois peut être même vertigineux parce que quand on Très s'attaque dense. forcément
à des choses comme la physique quantique, la théorie du chaos, c'est des choses qui peuvent faire peur au début, mais Ouais, quand on se rend compte en fait que le but n'est pas de devenir mathématicien ni physicien et d'aller trouver vraiment, chercher des choses compliquées, mais le but c'est simplement de comprendre l'histoire qui a été mise en place pour trouver, pour découvrir ces savoirs-là et ces connaissances. Et cette découverte, qu'est-ce qu'elle permet comme interprétation et comme relation ensuite avec notre environnement et notre monde? C'est une vision qui est complètement différente. En fait, on n'a pas besoin de comprendre forcément tout l'algébrique et toutes les mathématiques pour en fait avoir l'interprétation de tout ça, en fait, de ces ouais. découvertes. Dis-moi, Si dis-moi. si je peux me permettre, Bien juste, je sûr, rebondis parce que c'est très important en fait ce que tu dis, parce qu'effectivement, on aborde, et on est justement les seuls à les aborder, tout à fait. toutes ces grandes révolutions scientifiques. Et moi, Et c'est ce qui me effectivement, plaisait, c'est-à-dire oui, que je me permets de te recouper, vas-y, après vas-y, je te vas-y, laisse la parole, je te mais dis après. en fait, aujourd'hui, on est noyé dans ces informations autour de choses qui peuvent paraître importantes, parce que c'est des vraies découvertes scientifiques qui sont Ouais, majeures dans notre siècle, on ne s'en rend pas encore compte parce qu'il y a toujours un décalage pour vraiment intégrer dans la société des vraies révolutions. Mais la physique quantique, théorie du chaos, plein de choses qui ont été découvertes en fait dans le siècle dernier. On ne se l'est pas encore approprié, mais par contre, elles ont des effets majeurs. Sauf qu'il y a des personnes, des thérapeutes, peu importe, mais qui se l'approprient sans vraiment l'avoir étudié et juste en prenant comme ça au compte-gouttes des interprétations pour les étayer comme des lois, en fait, alors que ça ne l'est absolument pas. Et donc, c'est mal compris, c'est extrêmement mal compris. ouais, Et de tenter de l'utiliser, c'est presque déjà être un charlatan, en fait. c'est Alors ça, qu'en fait, c'est des découvertes physiques qui sont extrêmement importantes. Et quand elles fondamental. sont bien comprises, qui permettent de voir le monde d'une façon différente et surtout de comprendre l'humain de façon différente et Ouais. le vivant. C'est ça qui est C'est important. ça. Et là, tu vois, dans ce que tu décris, il y a un effet domino par Tout à rapport à fait. tout ce dont on parle au sein de l'académie. C'est-à-dire que quand je parle au début, effectivement, de tous les biais cognitifs, toutes les fausses évidences qu'on soulève au sein de l'académie, eh bien, quand tu les ignores, quand tu n'en as pas conscience de tout ça, eh bien, tu es amené à faire ce que tu décris, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas faire un mal, pas du tout, mais qui donc n'ont pas fait le travail nécessaire parce qu'ils n'ont pas conscience du cadre épistémologique dans lequel ils se trouvent, et donc ils prennent énormément de raccourcis. Et donc ils vont prendre un truc qu'ils ont entendu sur la physique quantique ou qu'ils ont entendu sur tel truc, et ils vont se permettre d'accumuler les biais cognitifs parce qu'ils n'ont pas conscience du monde, du modèle de biais dans lequel eux-mêmes ils se trouvent. Et donc, c'est pas qu'ils veulent arnaquer ou qu'ils veulent dire des choses fausses, c'est qu'ils ils n'ont pas fait le travail nécessaire sur eux-mêmes avant de s'engager à en parler aux autres. Et comme ils ont de la visibilité sur les réseaux et tout ça, mais ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur cet effet domino, justement, c'est que la raison pour laquelle on parle de ces sujets fondamentaux au sein de l'académie, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que en 2026, et donc à l'époque c'était en 2024, on ne peut pas faire l'économie de l'ignorance de ces sujets-là. Non pas de la maîtrise, parce que vous n'êtes pas des spécialistes et je n'ai pas pour vocation de créer des spécialistes au sein de l'académie. Mais il y a un enjeu, encore une fois, au sein de l'académie, culturel. C'est-à-dire que il me semble indispensable que les gens qui viennent au moins à l'académie soient initiés, d'accord, et de façon rigoureuse aux, aux outils les plus, je dirais, les plus représentatifs de nos systèmes de pensée actuels. Je m'explique. Aujourd'hui, les gens qui utilisent, par exemple, qui vont te vendre des méthodes ou des techniques ou des outils ou même des nouvelles choses qu'ils croient comprendre, ils ne savent pas d'où viennent ces idées. Ils ne savent pas. Et pourtant, ces idées ont des origines communes, et ces origines communes, ce sont ces idées-là que l'on traite. D'accord? La théorie du chaos, elle a entraîné tout un tas de révolutions au niveau de la santé, dont la majorité des gens qui parlent de ces choses-là ignorent totalement leur origine. Ce qui fait que lorsqu'ils en parlent, non seulement ils parlent d'une idée qui est complètement isolée et qui probablement est erronée, mais surtout, comme ils le décontextualisent et qu'ils ne savent pas d'où ça vient, eh bien en fait, ils vont en faire une forme de généralité qui a 9 chances sur 10 d'être complètement faux. Mais à leur insu, à leur insu. Et donc, il faut faire un travail rigoureux de compréhension
de quoi parlent ces sujets et pourquoi ils ont révolutionné. Parce que s'il y a eu révolution, c'est qu'ils ont répondu à un questionnement qui posait problème à l'époque. Donc, il était important dans cette formation de revenir sur toutes ces révolutions, mais pas pour que moi je vous dise c'est comme ça. Pour que, parce que moi, quand je vous raconte l'histoire des sciences, mais en fait, vous avez le PowerPoint sur l'écran, mais moi, je viens avec vous, en fait, dans la salle, hein. C'est-à-dire que je regarde en même temps que vous et l'histoire se déroule. Je ne vous raconte pas mon histoire. Je vous Ouais, tout raconte à fait. l'histoire des sciences, comment elle s'est passée. Et donc, vous voyez à quel point c'est mouvementé. C'est vraiment les montagnes russes. Mais parce que je vous emmène avec moi en voyage à vivre avec les scientifiques qui ont vécu cela, tous les doutes, les tourments, les incertitudes qui ont mené aux révolutions scientifiques sur lesquelles nous nous fondons aujourd'hui. Mais si nous avons aucune culture, aucune idée de ce qui a forgé cette révolution, nous ne sommes pas autorisés, en tout cas d'un point de vue, je dirais, éthique, à en parler. Parce que nous n'avons pas les tenants, les aboutissants, nous n'avons pas les éléments clés et donc l'humilité derrière pour s'assurer qu'on ne dit pas de bêtises. Parce que ces révolutions sont trop importantes, d'accord, pour qu'on en parle n'importe comment. Parce que si on en parle n'importe comment, on va enfermer tout ce qu'on a découvert dans des dogmes et on va s'auto-saboter, c'est-à-dire qu'on va créer nous-mêmes les prisons de notre propre apprentissage. Parce que si on enferme dans des dogmes, par exemple la physique quantique, en parlant des sauts quantiques et compagnie de façon n'importe quoi, eh bien en fait, on va s'enfermer là-dedans et on ne pourra pas explorer toutes les implications derrière de la physique quantique. Parce que là, après le module d'homéorésie, tu vois, le module suivant, c'est la biologie quantique. Eh bien, Ouais. le fait d'avoir posé dans les premiers modules la physique quantique et la relativité, et d'avoir parlé de la théorie du chaos, nous permet, avec ce nouveau regard, d'appréhender cette immense révolution qu'est la biologie quantique. Et je me permets juste d'en dire deux mots, mais la biologie quantique, comme je l'explique au début du cours, c'est probablement, c'est le futur et c'est l'avenir de la biologie. L'avenir sera quantique, qu'on le veuille ou non. Ça, il y a pas d'option. Parce C'est que, déjà trop en route de toute façon pour que ça revienne en arrière. exactement, mais ce que je veux dire, c'est que les découvertes qui sont faites dans le cadre de la biologie quantique sont les découvertes où se sont arrêtées la biologie classique. C'est-à-dire la physique newtonienne, parce que je refais une parenthèse quand même pour ceux qui ne le savent pas, mais Bien sûr. la biologie, ce que l'on découvre et ce que l'on comprend en biologie, donc ce qui nous intéresse, sont des implications, des outils qui sont issus de la physique. C'est-à-dire que nous sommes, nous, qui nous intéressons aux vivants, nous sommes dépendants de ce qui est découvert en physique. Parce que c'est eux qui vont nous donner, avec ce qu'ils découvrent, les outils et les cadres de pensée dans lesquels nous allons pouvoir développer des réflexions. Donc, déjà aujourd'hui, avoir une formation dans le cadre du vivant sans étudier la physique, c'est un non-sens pour moi et c'est une incohérence par rapport à une véritable compréhension de ce qu'est la complexité. Ensuite, la physique quantique et la relativité ont permis d'amener notre niveau de réflexion et de compréhension du réel beaucoup, beaucoup plus loin que la physique newtonienne. Et la biologie qui est décrite aujourd'hui et qui est complètement, je dirais, coincée et qui tourne en rond dans ces modèles, c'est parce qu'elle est... Mais les gens ne comprennent pas pourquoi on est bloqué. Elle est bloquée parce que nous la décrivons encore et toujours à partir des vieux concepts, c'est-à-dire essentiellement la physique newtonienne. Non pas que la physique newtonienne est obsolète, elle est extrêmement efficace et on l'a vu à quel point, Bien mais sûr. jusqu'à un certain point. Et donc il y a un certain niveau où on ne peut plus expliquer certains phénomènes du vivant, et donc ça nous limite à l'accès à la complexité. Et aujourd'hui, le seul outil, le seul domaine qui arrive à obtenir des données qui dépassent ceux obtenus jusqu'à présent, c'est la biologie quantique. Et pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Parce que aujourd'hui, la biologie quantique, elle n'a absolument pas les retours qu'elle mérite. C'est-à-dire qu'elle est complètement ignorée. C'est uniquement quelques spécialistes qui travaillent, mais on n'en parle jamais. Pourquoi? Eh bien, pour toutes les raisons dont on parle et que nous essayons au sein de l'académie de transformer.
C'est-à-dire de faire prendre conscience de cette importance et de faire prendre conscience du monde dans lequel nous vivons et que si aujourd'hui nous n'avançons pas dans la compréhension du vivant, c'est uniquement à cause de nous. C'est pas parce que la science n'avance pas. La science, elle avance. Elle avance même trop vite pour nous. Parce qu'on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre. Et on a décidé, nous, voilà, de ne pas se mettre à jour des découvertes et de ne pas, du coup, pouvoir mesurer les implications de tout ce qu'on a découvert. Et c'est ce travail-là que fait justement l'Académie avec ses différents modules pour essayer de se mettre à jour, en fait, aujourd'hui et de vraiment pouvoir appréhender la complexité du vivant avec tous les outils qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on utilise peut-être 20% des outils, mais que ce soit des outils techniques, technologiques, mais surtout intellectuels. C'est-à-dire que les cadres, les paradigmes dans lesquels on évolue aujourd'hui sont des paradigmes qui sont obsolètes. Elles sont complètement dépassées. Sauf que les gens qui en parlent n'ont pas, n'ont pas pris conscience, n'ont pas mis à jour leurs propres connaissances, si je peux dire. Et du coup, on se retrouve un peu pris en otage par rapport à ça. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses hein, dans ce que tu soulèves, mais il y a dans un premier temps besoin d'un réel effort, en fait, besoin d'un réel effort Tout à réflexif fait. Tout à fait. pour souhaiter aller comprendre et au moins entrevoir une relation avec ces connaissances-là qui sont pas évidentes. Et moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est il y a vraiment une question d'échelle, tu vois. C'est-à-dire que là où la physique newtonienne était beaucoup dans le macroscopique, beaucoup dans ce qu'on peut voir et dans ce qu'on peut réaliser, on rentre dans la physique quantique dans des choses qui sont infiniment petites et qui sont du coup beaucoup plus difficiles à conceptualiser. Tout à Et fait. du coup, ça amène, je pense, la recherche de cette connaissance beaucoup plus difficile pour la majeure partie de la population parce que essayer de comprendre quelque chose que tu peux pas conceptualiser, c'est difficile. Mhm. Et beaucoup plus que voir une pomme tomber, tu vois, j'extrapole un peu, mais Ouais. C'est beaucoup plus difficile, Baptiste, mais ça dit des choses. ah oui, non, mais Ça dit et des c'est là que choses, en c'est fait. extrêmement intéressant, en fait. Et c'est tout là l'intérêt de faire cet effort-là. C'est que, en fait, ça permet de se rendre compte justement que tout n'est pas intuitif, tu vois, et que tout n'est pas aussi simple que je crois ce que je vois. Tu vois, c'est là où je Exactement. voulais en venir. Exactement. Et qu'en fait, si on se base que sur je crois ce que je vois pour conseiller nos patients, et ben c'est là aussi où en fait on se met des bâtons dans les roues parce que c'est pas uniquement comme ça que ça fonctionne. Le corps et le vivant, grâce à la physique quantique et grâce à notre intérêt pour ce qui se passe justement dans l'infiniment petit, on comprend bien qu'en fait tout n'est pas si intuitif et des fois bien au contraire en fait. Bien au contraire, et ça on l'a bien vu, c'est que le monde tel qu'il nous apparaît, parce que je rappelle encore une fois, et on insiste beaucoup dans la formation, nous sommes des êtres sensoriels. C'est-à-dire que nous sommes soumis pour accéder au monde dans lequel nous vivons à l'interprétation de nos sens. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, tu ne vois pas avec tes yeux, tu vois avec ton cerveau. Et ça, si tu n'en prends pas conscience, c'est-à-dire si tu ne mesures pas les implications de cela, eh bien en fait, non, tu vas continuer avec les a priori, donc ce qu'on appelle les fausses évidences, qui créent des certitudes, et que tu te dis que oui, mais en fait, il me suffit juste de regarder, de toucher, de sentir pour savoir dans quel monde je vis. Et pas du tout, en fait. On sait aujourd'hui que ça, c'est entièrement faux. Mais déjà, Descartes l'avait soulevé. Et Descartes, c'est 16e siècle, hein. Déjà, il l'avait soulevé. Sauf que lui, il l'avait soulevé d'un point de vue théorique. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons en plus l'expérimentation, c'est-à-dire que nous avons les outils en laboratoire qui nous permettent de dire effectivement, on est complètement à côté de la plaque. Et que la réalité que nous créons, parce que ça aussi c'est la distinction que je fais entre le réel et la réalité par rapport à ce constat, c'est que nous vivons dans une réalité. Nous n'avons pas accès au réel directement. Nous baignons dans le réel, mais comme nous sommes une interface, nous avons qu'une projection, nous avons accès qu'à une projection de ce réel, qui est en fait la réalité. Et donc il y a autant de réalité d'individus ou que d'êtres humains. Ce qui redonne encore, quand tu prends conscience de ça, l'importance dans le cadre d'une approche complexe, c'est-à-dire d'une approche systémique, de la notion de singularité. Là où aujourd'hui on essaye de tout uniformiser, c'est-à-dire à te proposer une même formation pour tout le monde, un même protocole, une même méthode, eh bien, cette simple prise de conscience au travers de l'histoire des sciences te permet de te dire, mais attendez là, il y a un souci là en fait dans notre façon de faire, il y a un problème. On passe peut-être à côté de l'essentiel parce que dans notre méthode, dans la façon de structurer notre apprentissage, il y a déjà des erreurs. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de s'inventer des histoires
et du coup de s'enfermer dans des formes de dogmatisme sous prétexte d'apprendre des choses. Ouais, complètement. Complètement. Et ça me faisait aussi porter un petit peu la transition sur c'est du coup extrêmement difficile de faire l'effort réflexif, d'aller comprendre ce qui se passe dans l'infiniment petit, parce qu'il y a presque un peu cette connotation de magique, tu vois, comme on le voit pas et qu'il se passe des choses, c'est de l'ordre presque de la magie, et donc on peut pas croire à ça, tu vois. Et ça me fait penser, parce qu'il y a aussi cette formation que tu fais sur la douleur, que moi j'ai pas encore fait, que je vais être amené à faire bientôt. Mais, et qui, je sais, traite au moins d'une partie de cette connaissance, c'est par rapport à l'hypnose, tu vois. Tout à fait. Et l'hypnose qui est vraiment aujourd'hui avec des connaissances réelles et concrètes sur comment interagir sur la douleur sans forcément utiliser de médicaments ou du moins de substituts chimiques, juste des fois par la parole ou juste des fois par une prise de conscience ou par en fait, après, je suis pas du tout expert en hypnose, mais je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-évalué et qui d'ailleurs fait tellement penser à quelque chose de magique que ça en est devenu quelque chose de théâtralisé et on en fait des spectacles, tu vois. C'est Alors ça. qu'en fait, si tu t'intéresses vraiment à la réflexion de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait de l'hypnose, tu vois, mais c'est à s'en retourner le cerveau. Et pour moi, ça revient un petit peu, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on est en train de parler, tout ce dont on est en train de Exactement. parler. Et ça revient, tu vois, ça revient exactement à ça. C'est-à-dire que on se retrouve dans la même problématique. Donc, juste pour expliquer pour les gens qui nous regardent Bien encore, qui sûr, bien nous écoutent, sûr. effectivement. Donc, la formation initiale, elle était faite donc, sur les trois modules dont tu parles. Là, il y en a deux qui se sont rajoutés, un au début, un à la fin, avec la physique quantique, la relativité, puis la biologie quantique. Et le dernier module en cours, qui d'ailleurs qui va être là, qui va être disponible en ligne pour toutes les personnes qui veulent participer, et c'est une formation donc, qui est sur la douleur. Mais sur la douleur, dans la continuité de toutes les réflexions qu'on vient de faire et de toutes les mises en garde, c'est-à-dire porter un nouveau regard sur un phénomène aussi fondamental que la douleur, en ayant déconstruit toutes nos fausses évidences et en essayant de regarder, d'observer qu'est-ce qui émerge quand on déconstruit nos fausses évidences et surtout qu'on crée du lien entre toutes les données contemporaines que l'on a dans le cadre de la science et qu'on les fait communiquer au lieu de les isoler. Et pourquoi est-ce que je te dis qu'on retrouve les mêmes schémas et les mêmes patterns que pour la physique quantique? C'est que aujourd'hui, quand on parle effectivement d'hypnose, et notamment quand on parle par exemple d'effet placebo, parce que ça fait partie aussi des Bien sûr. éléments que j'aborde, eh bien, quand tu parles aujourd'hui à une personne lambda de l'effet placebo, mais elle pense vraiment, pour la majorité en tout cas, que c'est quelque chose de magique et surtout de quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Alors que c'est quelque chose aujourd'hui, en 2026, qui est extrêmement documenté. Tu Tout à vois, c'est fait. comme quand on dit par exemple que la physique quantique, on n'y comprend rien. Et là, il y a un amalgame énorme qui est fait et qu'on précise, et que ça, culturellement, on ne peut pas se le permettre. La physique quantique, elle est extrêmement claire, et d'ailleurs, c'est la physique la plus précise qu'on ait jamais connue d'un point de vue de formel, c'est-à-dire que les mathématiques qu'elle produisent sont d'une précision inédite, d'accord? Donc, à ce niveau-là, on n'a jamais eu quelque chose d'aussi clair, j'ai envie de dire, Oui, d'aussi limpide. C'est-à-dire que là, c'est cristallin, la physique quantique. Elle est beaucoup plus cristalline que beaucoup d'autres modèles où on a très rapidement des des incohérences. incohérences ou des choses qu'on comprend moins bien. Là, les prédictions qu'on fait par rapport à ce que l'on pense et ce que le formalisme nous dit, mais ça match Impeccable. mais Ouais. énormément de zéros après la virgule, quoi. C'est vraiment incroyable. Par contre, là où il y a effectivement une incertitude et une incompréhension, c'est dans son interprétation. C'est-à-dire dans ce que cela dit, qu'est-ce que ça implique d'avoir ces nouvelles données sur l'infiniment petit. Mais là, on est dans une dimension métaphysique et philosophique. D'accord? Et c'est probablement l'aspect le plus important parce que ça nous dit des choses sur nous, mais surtout sur notre rapport au savoir. Et donc, la douleur, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on traite, par exemple, l'un des chapitres qui est sur l'effet placebo,
On se rend compte que quand on l'étudie avec un petit peu de rigueur et qu'on questionne la science contemporaine pour savoir qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des revues de littérature, est-ce qu'il y a de la bibliographie, est-ce qu'on a découvert des choses? Mais on se rend compte en fait qu'on est à la bourre. Mais je savais pas moi qu'il y avait tout ça. Mais évidemment, parce que nous sommes tous là en train de s'imaginer que c'est un truc magique et que du coup ça reste là et que personne s'y intéresse. Mais c'est un sujet qui est étudié depuis extrêmement longtemps et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Et on commence à comprendre quels sont les piliers du placebo. Mais tu te rends compte, on commence à comprendre les piliers du placebo. Comprendre les piliers du placebo, c'est un mécanisme fondamental dans le cadre de notre rapport à la douleur. La douleur, elle vient s'inscrire ici, c'est le dernier module, parce que c'est probablement le cœur de notre rapport au monde, la douleur. Tu vois, j'aimais Ouais. bien, je discutais avec, tu sais, notre ami Hugo Faure, qui est ostéopathe aussi. Je lui expliquais justement que dans cette formation sur la douleur, quelque chose qui est extrêmement surprenant pour la majorité des gens, parce qu'ils ont une vision de la douleur extrêmement Péjoratif. neurophysiologique, très très Oui. neurophysiologique en fait. C'est juste Oui. le cerveau, tu vois, les circuits nociceptifs et puis basta. Bien en fait, ce qui est très surprenant pour eux, c'est que la douleur, de la façon dont on va la découvrir à la fin de la formation, en fait, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Il y a tout Ouais, le temps de la douleur. moi, c'est quelque chose qui me parle. Sauf que c'est une douleur en fait qui est modulée. Il y a une modulation en fonction de beaucoup de caractéristiques donc qu'on découvre dans la formation. Et c'est cette modulation qui structure et qui pilote notre rapport au monde. Je te donne un exemple. Parfois, tu peux être triste, tu peux être pas forcément très bien. Eh bien, ça va déterminer la façon dont tu vas échanger avec tes proches, la façon dont tu vas travailler, la façon dont tu vas manger, la façon dont tu vas décider d'aller te coucher tôt ou pas, la façon de prendre soin de toi. Tu vois, ça va déterminer la façon dont tu vas agir. Et la perception et la notion que tu vas avoir de la douleur par rapport à ton ressenti, eh bien, en fait, c'est ce qui va déterminer dans ta modulation, comment va s'exprimer les échanges que tu as avec ton environnement. Alors que la douleur, de la façon dont c'est présenté aujourd'hui, avec simplement ces dimensions neurophysiologiques, eh bien, c'est simplement quand on a mal et que c'est vraiment le symptôme et qu'il faut le faire disparaître. Donc quelque chose contre lequel il faut lutter. Et je fais un très court parallèle parce que tu vas me comprendre de suite, Baptiste, par rapport à ça. Mais il y a un autre phénomène que nous avons vu dans la formation initiale et qui a subi les mêmes choses parce que si je prends la peine de faire des cours, des formations qui reprennent l'histoire des sciences, c'est pas pour rien. C'est parce que l'histoire se répète. D'accord? Et que nous n'avons pas la sagesse d'apprendre de notre histoire et que du coup nous répétons les mêmes problèmes. Eh bien, par rapport à la douleur, dans l'histoire des sciences, on a vécu la même chose, c'est-à-dire un symptôme, enfin, un élément que nous avons décidé de nommer comme un symptôme et que, au travers du statut du symptôme, nous avons décidé de combattre, c'est-à-dire nous avons décidé d'en faire un ennemi. Nous avons eu la même chose, ce sont les microbes. Les microbes, avec le dogme pasteurien et la théorie cellulaire qui en découle, hein, que nous avons vu, eh bien, nous a amené à identifier les microbes comme un symptôme. C'est-à-dire quand tu as des germes ou des microbes, ce sont des symptômes, et Et surtout, comme un ennemi. et comme un ennemi. Donc, qu'il faut combattre, et la victoire, c'est-à-dire une, une pseudo-définition de la santé qui pourrait se rapprocher d'une capacité à éteindre et à éliminer ces microbes. Et là, on La est folie. complètement à côté de la plaque. De la folie. Donc aujourd'hui, on sait pourquoi c'est faux. Hein, il y a toute cette révolution autour des biotes et autour du biome même qui s'est développé. Mais par contre, le travail sur la douleur, pas du tout. On est né Et- encore à des années-lumière à appréhender, à se dire, mais attends, moi, si je commence à dire à quelqu'un que la douleur, en fait, c'est notre allié le plus important, tout comme le microbe, en fait, qui nous constitue pour la plupart, c'est-à-dire on expliquait qu'on a plus de microbes que de cellules et qu'ils représentent, eux, les microbes, beaucoup plus l'identité que nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, nous sommes les microbes, d'accord? Oui, Plus que nos cellules. Non, mais il clairement. faut se rendre compte. Eh bien, en Et fait, oui. la douleur,
Donc là, pour le coup, on est en avance, mais la douleur va subir exactement la même chose. Parce que on se rend compte avec les grandes pathologies liées à la douleur, d'accord, que ces personnes-là, par exemple les personnes qui ne peuvent pas ressentir la douleur, ce sont des personnes qui ont des espérances de vie très courtes. Et que lorsque nous ne sommes pas capables d'avoir cet élément lié à la douleur qui permet de moduler en fait notre rapport au monde, eh bien en fait, nous sommes beaucoup moins adaptables. Et nous sommes beaucoup moins capables d'interagir avec notre environnement. Et donc, je te l'annonce, et donc, je l'annonce, mais je donne les éléments, c'est-à-dire que je donne les arguments qui vont expliquer cette révolution à venir, et que les gens ne voient pas du tout venir pour l'instant, hein. C'est que la douleur va subir la même chose que par rapport aux microbes, et que ça va devenir, lorsqu'on comprendra que c'est notre allié le plus important, on va, au lieu de le combattre, on va recommencer à communiquer avec lui, à redialoguer et on va commencer enfin à s'apaiser avec ces symptômes parce que, comme je disais aussi, c'est que la douleur, en fait, c'est la reine, c'est la mère de tous les symptômes. C'est-à-dire que la façon que nous avons d'interagir avec les symptômes, la perception que nous avons des symptômes et notre réactivité aux symptômes, elle est liée inconsciemment à la perception que nous avons de la douleur. D'accord. Et donc, si on apaise notre rapport à la douleur, eh bien, en fait, on va apaiser notre rapport aux symptômes. Et au lieu de les combattre, on va peut-être commencer à essayer de les comprendre, à Ouais, essayer de les écouter. de dialoguer. Parce que pour l'instant, c'est une guerre que l'on mène contre nous-mêmes, en fait. Nous Tout à sommes fait. en guerre contre le vivant. Faut vraiment avoir conscience de ça. C'est complètement fou. Parce C'est du qu'on veut en délire. avoir, on veut en avoir la maîtrise complète, en fait. C'est Oui, toujours un enjeu de pouvoir. Au lieu d'essayer de oui, coopérer, oui. on essaye de comprendre en s'appropriant. Et donc, c'est comme c'est la guerre, quoi. C'est Ça la guerre. représente Mais parce l'histoire que de l'humanité. Oui, mais parce que on n'a pas pris le temps de Ouais, comprendre quels sont les biais cognitifs et les fausses certitudes au travers duquel nous apprenons les choses. Parce que pour les gens, apprendre quelque chose, c'est évident, c'est quelque chose de direct. Alors que, comme on l'a expliqué, nous sommes des êtres sensoriels. bien Donc sûr. ça passe par des filtres, ça passe par des interprétations. Donc, ça passe forcément par des erreurs. Donc, quand vous apprenez quelque chose, c'est forcément tordu, écrasé par des croyances conscientes ou inconscientes. Et quand on sait que nous sommes portés à 90% par des processus inconscients, Et mais oui, donc c'est QFD en fait, la boucle est bouclée, on devrait tous, là, prendre conscience de ça et se dire, hop, stop, on ne bouge plus. Là, on vient oui. de prendre conscience en fait qu'on était piloté par des mécanismes qui nous font croire qu'on sait alors qu'en fait on ne sait pas. Et que probablement du coup qu'on va découvrir que on peut, ce qu'on peut savoir est limité, et ce qui fait que on peut aujourd'hui redécouvrir dans cette forme d'humilité l'adage, par exemple, lorsqu'on disait avant tout ne pas nuire. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens n'ont absolument pas compris. Parce que le monde dans lequel nous vivons ne nous permet pas de comprendre. À cette époque-là, où déjà le questionnement sur l'épistémologie du savoir était très présent, ils avaient conscience que le rapport au savoir n'était pas direct. Et que donc, ce qu'on pouvait savoir était minime par rapport à notre capacité à interagir avec le monde. Ce qui fait que, d'un point de vue éthique, ce qu'on pouvait faire de mieux, de plus juste, ce n'était pas de guérir, mais de ne pas nuire. Et que en faisant ça, non seulement on évitait nous de faire des bêtises, mais en évitant de faire des bêtises, on permettait à tous les systèmes de régulation naturels, c'est-à-dire qui échappent à notre raisonnement intellectuel, mais qui ont lieu quand même. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de comprendre intellectuellement la circulation sanguine pour qu'elle ait lieu. Non mais, Encore heureux. non mais, Sinon- encore heureux, mais on l'oublie. Parce Et que oui, oui, quand on intervient sur le corps humain, on se supplée à ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'on oublie que quand on est face à un patient, on est face à une personne qui est en train de se soigner. C'est pas une personne qui est malade ou une personne qui a mal dans la façon dont on l'entend. bien sûr. Tu vois? Et donc, on va sauter sur le patient pour intervenir parce qu'on considère que il est en difficulté, il est malade, il est fragile, alors que il est tout sauf ça. Parce que si son corps
présente des symptômes, c'est les symptômes, ce sont des manifestations des mécanismes de régulation. Tu vois, ce travail qu'on fait au sein de l'académie, pour moi, il a vraiment pour vocation surtout de changer de perspective. C'est-à-dire de nous faire changer notre regard sur les choses, parce que c'est là que, de mon point de vue, les choses vont vraiment changer. C'est-à-dire que Bien ce n'est sûr. pas en développant des méthodes de plus en plus incroyables, de plus en plus précis, de plus en plus ce que tu veux, ou des outils, ou des ce que tu. C'est pas là où on va être vraiment efficace et c'est pas là où on va vraiment changer les choses, mais vraiment changer. Là où on peut changer les choses, c'est en changeant notre regard. Et c'est pour ça que on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, parce que c'est notre pensée, en fait, qui va déterminer la totalité de ce qui va advenir par la suite. Tout le reste, tout le reste, que ce soit les outils, les techniques qu'on déploie, qui sont, encore une fois, je le précise, très importants, mais qui ne sont pas à leur juste place. C'est-à-dire qu'ils devraient arriver en bout de chaîne. Bien sûr. Et si on les utilisait en bout de chaîne en prenant compte de tout ce qu'on vient de dire là, mais en fait, les outils qu'on utilise seraient encore plus efficaces. Bien sûr. Mais avec n'importe quel outil, tu peux faire un nombre d'actions différentes incroyables. Avec un marteau, tu peux planter un piquet ou tu peux blesser quelqu'un, tu vois. Et la seule différence, c'est la posture que la personne aura et l'intention qu'elle a à Et la utiliser cet outil. compréhension qu'il a de la situation. Exactement. Donc, ouais, ouais, ça me parle énormément. Et c'est sûr que la douleur, c'est vraiment un vaste sujet et c'est déjà ce qu'on est en train de dire, mais si on le traite juste avec superficialité, on passe vraiment à côté de tout ce qu'on peut, de l'immensité, je pense, qu'on peut acquérir déjà dans nous, notre relation avec la douleur, parce que on est tous emprisonnés par en fait une sorte d'ignorance, parce qu'on reste, encore une fois, ce qui est développé aujourd'hui, et on sait de plus en plus de choses sur la douleur, heureusement, mais c'est très très tourné, comme tu le dis, sur le côté neurophysiologique. C'est-à-dire Exactement. qu'aujourd'hui, les formations qui sortent sur la douleur, c'est les neurosciences de la douleur, C'est ça. qui est intéressant, ce qui est extrêmement intéressant, mais c'est encore une fois avec un gros carcan de qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que certes, il y a la neurophysiologie qui est intéressante, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. La douleur, c'est pas uniquement j'ai mal ou j'ai pas mal. Et j'en apprendrai sûrement beaucoup plus avec la formation, mais c'est déjà un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai déjà, je pense, conscience de pas mal de choses sur le fait que, parce qu'on en discute et parce que je suis aussi là autour de l'académie, mais on s'arrête sur quelque chose de très, très simpliste, alors qu'en fait, ça a encore une complexité qui nous dépasse complètement. Et je pense que rien que le fait de se questionner, le jour où tu n'as absolument plus aucune douleur, c'est le jour où, a priori, Il y a plus rien. voilà. Et ce qui prouve bien qu'en fait, la douleur, elle est aussi en lien avec notre relation à la vie, parce que Totalement. si Totalement. Et on... ce que tu dis là, pardon, je te coupe, Baptiste, parce que Bien c'est sûr. vraiment, vraiment important. Le, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette formation sur la douleur, c'est qu'au-delà d'être dans la continuité euh, logique, si tu veux, de tout ce qu'on a déconstruit dans la formation initiale, la douleur, elle est centrale, elle est valable vraiment pour tout le monde, parce que tout le monde vit cette sensation de douleur, et donc tout le monde a vraiment à bénéficier de ce nouveau regard. Mais ce que je voulais te dire, c'est que quand on est au cabinet, là où on ne se rend pas compte, c'est que notre vision de la douleur va impacter la façon dont on va traiter nos patients. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est aussi important en fait de faire ce travail-là, c'est qu'on ne se rend pas compte que la personne va venir, et si elle vient nous voir et qu'elle nous dit, par exemple, dit, je viens vous voir parce que je sais pas, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Eh bien, si on n'est pas conscient de tous les enjeux dont on traite dans la formation, ce qui va se passer, c'est qu'on va immédiatement à ce moment-là, rien que là, c'est-à-dire qu'il nous dit juste polyarthrite rhumatoïde, il va y avoir tout un tas de mécanismes dans notre corps qui vont donner une forme et une texture à cette polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire que par rapport au vécu et à la sensibilité que nous avons, on va projeter des choses et on va déjà prédéterminer le traitement. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai déjà des antécédents ou un passé par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, j'ai une tante qui en est décédée, par exemple, qui en a énormément souffert et qui est morte avec ça, qui a beaucoup souffert.
eh bien, inconsciemment, ça va me renvoyer à ça. Et donc, je vais peut-être, sans le savoir encore une fois, parce que je vous rappelle que 90% de nos actions sont inconscientes, dans mon corps, il va y avoir une tas de réactions qui va m'amener à utiliser ce que j'ai vécu avec ma tante pour diriger la séance. Et donc à projeter sur ce patient qui n'a rien à voir avec ma tante, qui n'a Oui. aucune histoire en lien, et qui n'a absolument pas les mêmes besoins. Eh bien, je vais projeter sur ce patient ce que j'aurais aimé faire avec ma tante pour la sauver. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, Et donc, complètement. on n'est plus là. On n'est plus dans le paradigme du patient dont je te parlais et on bascule dans une dimension émotionnelle. Mais le plus important, Baptiste, c'est que tout ça, c'est inconscient. Oui. Donc, on n'a pas les outils, on n'a pas les voyants qui nous permettent de nous prévenir, de nous avertir. Et nous, on pense vraiment bien faire, surtout qu'on se sent là, dans cette situation, dans un élan de sauveur. J'ai pas pu sauver ma tante, donc je vais essayer de sauver ce patient-là, mais qui n'est pas du tout juste, parce que tout le reste va être passé au crible de ce que j'aurais aimé faire ou de ce qu'il aurait fallu faire pour ma tante pour essayer de traiter ce patient. Mais du coup, je ne suis pas présent pour ce patient, je suis présent pour soigner quelque chose en moi. Ouais, tout à fait. Tu vois? Et donc ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que cette formation, tout comme les formations initiales, elle est mais remplie de fausses évidences. On ne se rend pas compte de la quantité de fausses évidences qu'il y a autour des symptômes et de la douleur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il existe une telle industrie autour de la symptomatologie et de la douleur. Par exemple, et ça je te l'avais déjà dit, mais la plus grande, la plus énorme, si tu veux, des fausses évidences qui existent au niveau de la douleur, et ça, tant chez les personnes lambda, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le cadre de la santé, mais aussi, et là j'insiste, chez les personnes qui font partie du domaine de la santé, parce que j'en ai eu et ils ne le savaient pas. La majorité des gens pensent qu'il existe réellement des voies de la douleur. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand ils s'imaginent la douleur et quand on en parle d'un point de vue neurophysiologique, ils pensent qu'il existe des voies de la douleur. Et donc, je le répète encore une fois, il n'existe pas des voies de la douleur. Et je vous invite simplement à vous poser la question de savoir les implications que ça a dans votre quotidien, d'imaginer un monde où effectivement il existe des voies de la douleur, sur les prises de décision que ça peut avoir, sur la façon dont vous interagissez avec votre douleur. C'est énorme. Là, je vais faire un autre échange, comme on fait ensemble, Baptiste, avec Marion, que tu connais, qui a fait la formation initiale avec toi, mais qui a fait aussi en présentiel la formation sur la douleur. Et donc, où on va discuter du coup des implications que ça a eu pour elle par rapport à tout ça. Mais ça a été l'une des personnes qui est ressortie de là la plus, elle a été Bousculé. la plus choquée, si tu veux. Elle s'est dit, mais Bousculé. on aurait dû savoir ça avant, en fait. On aurait Et dû oui. savoir ça avant. C'est Ouais. pas normal qu'on ne sache pas ça, surtout nous qui sommes avec la responsabilité que nous avons, avec les patients qu'on accompagne. Et oui, Mais qui est kiné, Marion, je crois. oui, elle est kiné, tout à Ouais. fait. Elle Ouais. est kiné. C'est exactement ça. Donc j'ai hâte d'avoir cet échange aussi avec elle. Mais cette formation sur la douleur, elle est pensée, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que encore la formation initiale, pour moi, elle devrait être accessible, elle devrait être faite par tout le monde parce qu'il Bien y a sûr. vraiment une culture générale Bien qui est sûr. importante, mais elle est quand même dirigée vers les gens qui s'intéressent au vivant. C'est-à-dire Vivant, qui veulent j'entends. vraiment comprendre le vivant et appréhender la complexité du vivant. Donc c'est quand même dirigé vers ça. Mais ce module sur la douleur, mais c'est pour tout le monde en fait. Tout le monde devrait se réconcilier avec ses symptômes, devrait se réconcilier avec sa douleur. Et dans cette formation, il y a tous les outils, tous les éléments et tous les arguments qui permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait fausse route jusqu'à présent sur la douleur et pourquoi il est urgent, mais urgentissime, de changer la tendance, parce qu'on vit dans une totale inversion des valeurs par rapport à ça, et que c'est ce changement de perspective qui va vraiment transformer les choses.
Le placebo, il est en plein cœur de ça, tu vois. Et totalement. C'est-à-dire que simplement en informant les gens et en leur donnant conscience de comment ils fonctionnent, c'est déjà une clé pour que leur régulation au niveau de leur physiologie puisse être différente, parce que leur rapport à la douleur sera différent, leur rapport à leur corps sera différent, et ça peut déjà en fait changer des symptômes et Ouais. changer la relation qu'ils ont aux symptômes. Tu vois, dans ce module sur la douleur, il y a 5 chapitres Ouais, que je retravaille, en fait, que je refais discuter parce que ce sont des thèmes en général qu'on ne fait jamais communiquer, qui sont toujours traités séparément par les gens ouais. et qui, au regard du travail de déconstruction qu'on fait de la douleur, donnent un tout autre sens. Ces éléments, ce sont le stress, donc l'histoire du stress, c'est l'effet placebo, nocebo, c'est la notion d'esprit et la notion de conscience. Il y a du boulot. Mais oui, mais du très lourd, mais Ah c'est ouais, du très lourd, mais parce c'est que hyper intéressant. quand tu abordes ces Ouais, ça va. sujets-là, isolés de leur expression, qui est la douleur, tu ne peux pas les comprendre. Alors tu peux aller dans des domaines pour étudier la physique, pour étudier certains modèles mathématiques et tout ça, mais tu ne peux pas l'amener vers nous pour qui, toi et moi, et pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, veulent, dans le pratico-pratique, dans le quotidien, savoir qu'est-ce que ça change et comment est-ce que cela agit sur nous. Parce que c'est ça qui nous intéresse, nous. Quel est le statut de ces éléments-là dans notre mécanisme? Parce que la conscience, il faut quand même savoir pourquoi est-ce qu'on peut traiter de la conscience, mais elle est complètement, dans l'histoire des sciences, indexée à la douleur. L'histoire, par exemple, de l'anesthésie, c'est l'apparition, la compréhension de façon purement pragmatique et empirique du fait que lorsque il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de douleur. Donc, il y a un lien, si tu veux, direct qui relie en fait la conscience, la douleur et les interfaces sensorielles qui font notre identité. Bien sûr. Et donc, tu fais la boucle aussi avec le stress, parce que du coup, tu te rends compte que la douleur est une forme de modulation du stress, donc ça lui donne un autre statut, du coup, on l'étudie différemment. Et ensuite, là-dedans, rentre, mais du coup, si la douleur a un tel rôle beaucoup plus important que purement neurophysiologique et ce qu'on lui attribue, par rapport à la conscience, du coup, peut-être que l'interface, pour comprendre, c'est l'effet nocebo et l'effet placebo. Donc, tu fais communiquer tout ça, mais ils n'ont plus du tout le même statut que ceux qu'on leur donne actuellement. Et Bien surtout, sûr. ils ont un sens, encore une fois, pratico-pratique. C'est-à-dire, quand tu sors de là, tu identifies clairement les mécanismes qui sous-tendent de tout ça et tu leur donnes, ça te donne un levier d'action concret dans ton quotidien, toi, en tant que parent, par rapport à ce que tu veux faire par rapport à tes enfants, les soigner, mais toi aussi en tant que thérapeute. Bien sûr. C'est quand même, et cette notion de douleur, pour moi, elle est aujourd'hui le levier qui nous empêche le plus d'avancer. Parce que aujourd'hui, le système de santé, il est basé sur un mécanisme et qui est traité d'ailleurs dans cette formation. Et d'ailleurs, tu vas me dire, ça paraît complètement incongru de traiter de ça dans un module sur la douleur. Et pourtant, ça fait partie de l'histoire de la douleur, mais c'est l'ingénierie sociale. On parle d'ingénierie sociale parce que à partir du moment où l'ingénierie sociale, et notamment ce qu'on appelle l'Institut Tavistock, ont étudié la façon dont la douleur contrôle les organismes, eh bien en fait, c'est un outil qui a été utilisé. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le système de santé, il est basé sur ce levier qui est la peur. Et donc la peur est directement, si tu veux, la douleur est directement indexée sur cette peur. Et donc l'un des objectifs principaux de ce travail sur ce module sur la douleur, c'est déjà de comprendre ça, d'en prendre conscience, pour le déconstruire et redonner à la douleur sa véritable nature, lui enlever cette dimension de la peur qui n'est là que pour nous contrôler et pour nous faire faire des choses qu'on ne ferait jamais en temps normal, d'accord? Et d'amener du coup la douleur à obtenir son véritable statut et de savoir ce qu'il représente véritablement. Et un autre élément dont je n'ai pas parlé en termes de chapitre qu'il y a avec le stress, nocebo, placebo et la conscience, c'est les émotions.
Les émotions, de la même façon, on en parle beaucoup, mais sans avoir la structure systémique, si tu veux, de l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, on peut leur faire dire. Ça pourrait presque être un module à elle toute seule, les émotions, je Ah, mais pense. c'est le cas, hein. C'est le Ouais. cas. Par contre, c'est un truc, tu vas voir, Et- c'est. Et ce qu'ils m'ont dit à la sortie de cette formation, c'est que je ne savais pas, alors tant mieux parce que c'était quand même le but, mais je ne savais pas qu'on savait autant de choses. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est-à-dire que tu veux te former pour quelque chose et tu vas apprendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a aussi le fait d'ignorer qu'au sein de ce truc que tu ne sais pas, il y a tout ce qu'il y a. Et les gens ne savaient pas, par exemple, mais qu'il existait effectivement une telle compréhension de l'effet placebo. Les gens pensaient que vraiment, mais non, en fait, on pense que c'est quelque chose de complètement magique et on laisse ça à la magie. Alors qu'en fait, on connaît aujourd'hui les piliers du fonctionnement du placebo. Mais c'est fou, en fait. C'est Oui, complètement fou. Et carrément. les émotions, du coup, c'est pareil. Il y a une véritable histoire dans la compréhension des émotions et qui, relié à ce que nous percevons de la douleur, à ce qu'on comprend du placebo, à ce que ça nous renvoie sur le nocebo, à ce que ça nous dit du stress, là, on rentre vraiment dans la Ouais, notion de dans la complexité complexité. et vraiment, C'est intéressant. le vivant, j'ai envie de te dire qu'à ce moment-là, le vivant prend vie. Trop bien. Et petite question, Pierrot. Ah oui. Est-ce que ce module sur la douleur, il était déjà dans tes plans avant de créer l'académie, quand tu as commencé à créer les 3 premiers modules? Alors, oui et non. Oui et non. Parce que les sujets dont je parle, c'est des sujets que j'avais déjà étudiés, pour Bien lesquels sûr. je me suis remis à jour pour faire le module. Donc, mais par contre, c'est venu. Mais par contre, j'ai ressorti des vieux cahiers à moi, des trucs que j'avais étudiés. Je dis, mais c'est là en fait. C'est Et ouais, maintenant qu'il faut en parler. C'est maintenant qu'il faut en parler. Parce qu'il y a un temps pour tout en fait. Il y a bien vraiment sûr. un temps pour tout et il faut pas précipiter les choses. Tu vois, j'ai plein de sujets comme ça, Ben oui, je me très doute. très chauds et qui mettent plus ou moins de temps à sortir, qui sont là, qui bouillonnent, mais qui attendent que de Non, sortir, mais tu la vois. douleur, je pense, c'est vraiment quelque chose de central, comme tu Central. l'expliques, et c'est vraiment pour le coup, peut-être même davantage que l'homéostasie, Oui. l'homéorésie, l'hormèse, quelque chose qui est très conceptualisé pour le coup par tout le monde, même si on ne peut pas vraiment le conceptualiser, c'est extrêmement flou quand on rentre précisément dans le sujet. Mhm. Mais par rapport aux 3 modules, comme tu le dis très bien, qui sont vraiment quand on s'intéresse au vivant, à Ouais. l'homéostasie. Là, la douleur, ça parle, quoi. Enfin, et en fait, c'est central. Tout le monde a La mal. Tout le douleur monde. concerne tout le monde. C'est pour ça que Exactement, exactement. ce module, il Tu a peux été pas passer pensé. à côté. Tu peux pas passer à côté de ça, en fait. Et si tu passes à côté et que tu restes que dans juste le mot de la douleur, j'ai mal, j'ai pas mal, en fait, il y a un rapport au monde qui est vraiment dans Et une en fait, petite prison, quoi. c'est ça. Et il faut vraiment prendre conscience de quelque chose, c'est que euh, tu as le choix, en fait, d'ignorer tout ça. Mais si tu l'ignores, là où tu n'as pas le choix, par contre, c'est de le subir. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux très bien décider, non, moi, ça, je m'y intéresse pas, je privilégie d'autres choses, mais ok, parce que chacun a ses priorités. Mais par contre, il faut bien comprendre que ce n'est pas sans conséquence. Parce que du coup, tous les mécanismes dont on parle, des 90% d'inconscients, eux, ils continuent à être nourris et entretenus. Et donc, tu vas être piloté par des biais cognitifs que tu ignores. Et donc, tu vas être amené à croire que tu es libre de faire ce que tu fais, alors que tu ne l'es pas du tout. Oui, parce que mine de rien, tous ces mécanismes inconscients, ils sont quand même nourris et entretenus par ce dont on a conscience. Exactement. Et par notre rapport à notre environnement, à notre cœur Exactement. Et environnement. sauf que, et le problème, le problème, c'est que, et ça fera l'office donc du prochain cours que je ferai. J'ai fait un cours d'introduction pour une école de J'ai vu naturopathie. passer l'infographie, oui. Voilà, Naturanéo m'avait demandé de faire une introduction à l'épistémologie parce que eux, ils ont vraiment eu cette maturité, ils ont compris à quel point c'était important. Donc ils m'ont demandé une introduction donc, sur l'homéorésie et sur l'épistémologie. Donc nous, ça sera notre prochain gros truc pour l'académie parce que justement, il y a le fait de prendre conscience que les gens pensent intuitivement que les 10% de conscience qu'ils ont, c'est l'alpha et l'oméga de leur action. Alors que ce n'est que 10%, c'est-à-dire qu'ils arrivent en fin de chaîne, il arrive en fin de chaîne, et que ce qui détermine, et ça on le voit dans le module de la douleur, parce que Baptiste, tu vas avoir le plaisir et le grand bonheur, parce que tu vas faire ce module sur la douleur, d'enfin avoir les informations sur les expériences de Benjamin Libet. Et oui, ben, je Eh m'en suis oui, pas mal renseigné déjà, mais j'ai eh pas oui. mal fait le truc.
Donc, parce que je pense à ça du coup, mais parce que je pense à ces expériences qui nous montrent et du coup qui nous disent des choses sur l'épistémologie, que notre action, c'est-à-dire quand on a conscience de quelque chose, ce n'est que la conséquence d'une prise de décision qui est ultérieure, enfin qui est antérieure, pardon. Et cette prise de décision, ça veut dire qu'elle est inconsciente. Donc, quand vous faites consciemment quelque chose, la prise de décision, c'est-à-dire les éléments qui vous ont amené à décider ça, sont inconscients. Et donc vous avez, ce qu'on verra donc avec Benjamin Libé, simplement qu'un droit de veto au moment où ça arrive. Mais, si vous n'avez pas les outils dont on parle pour identifier tous les biais cognitifs, toutes les fausses évidences, eh bien, votre veto sera biaisé aussi. Donc, vous serez dans une forme d'inconscience à 100%. Vous serez Mm. des automates, Ouais. tu Ah ouais, vois? le sujet du libre arbitre, etc., c'est vraiment, vraiment Exactement, intéressant. c'est le sujet Vraiment du libre intéressant. arbitre. Et les gens, en fait, aujourd'hui, veulent apprendre parce que apprendre, c'est quelque chose de naturel pour nous. On a besoin d'apprendre, nous sommes faits pour apprendre, mais ils veulent apprendre, mais sans connaître les règles du jeu de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils sont dans un truc, ils veulent juste accumuler de l'information, en fait, en pensant que plus, c'est mieux. Et puis, c'est vrai que dans le monde capitaliste un petit peu dans lequel nous vivons, c'est un petit peu le paradigme actuel, sauf que les règles ne sont pas celles-là. Et dans l'épistémologie, ce que nous verrons, c'est justement toutes les, les étapes qu'il y a entre l'individu et l'apprentissage. Et que là où on pense que c'est complètement direct, eh bien on va se rendre compte en fait qu'il y a un gouffre énorme et que si on veut pouvoir atteindre une forme, je parle bien d'une forme d'objectivité, eh bien le travail consiste à ne pas nuire, c'est-à-dire à identifier le maximum de biais cognitifs et de fausses évidences. Et c'est ça qui va nous rapprocher d'une forme d'objectivité. Ouais, c'est vraiment intéressant. Coup de Pierrot, je sais pas comment t'es niveau timing, moi je vais devoir pas tarder à y aller. Ouais, eh bien, écoute, on peut terminer là, mais justement, juste pour préciser par rapport Bien à ce sûr, module sur la bien douleur, sûr. comme tu disais, ce module-là, il est pensé pour tout le monde. C'est-à-dire, il est fait pour que ceux qui n'ont pas fait la formation initiale puissent le vivre pleinement sans qu'il y ait besoin de prérequis. Par contre, par contre, il est évident que ceux qui ont fait la formation initiale sont allés beaucoup plus loin et ils ont compris. Mais le nombre de liens qu'ont fait, par exemple, Marion, Aurélie, sont beaucoup plus importants que ceux qui ont découvert l'académie, qui ont fait cette formation avec ce module-là. Ça ne l'a pas empêché, mais par contre, les autres ont pris beaucoup d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont projeté beaucoup de choses et ils ont fait des liens avec l'homéorésie, avec l'hormèse. Ah, mais du coup, Bien c'est ce sûr. qu'on avait vu, ça, c'est ça. Et là, ça devient, Après, j'ai envie de te dire que là, ça devient jouissif, en fait. bien sûr. Je pense qu'il y a pas de chemin idéal de toute façon, et quel Non, que soit le chemin des personnes qui voudront peut-être aller être curieux autour de cette formation qui pour moi est vraiment indispensable, autant pour toute personne qui n'est pas forcément thérapeute autour de la santé, etc., pour apprendre davantage à connaître son fonctionnement et pouvoir vouloir changer des choses dans leur relation aux symptômes, leur relation à la douleur, pour X ou Y raison, mais surtout pour les thérapeutes qui, eux, ont la responsabilité vraiment de prendre en charge les patients et donc de aussi revisiter leur propre rapport à la douleur pour pouvoir ne pas nuire à leurs patients. Je pense que c'est vraiment important, mais que ça pourra peut-être amener une curiosité sans avoir fait les autres modules pour après les faire parce que ta tout façon à fait, d'enseigner tout leur à fait. Ah, intéresse. bah, Et absolument. là, Ah, ils mais auront des eureka par pareils contre, dans tous les sens pour après redécouvrir le module de la douleur, tu vois. ça marche dans l'autre sens, hein, parce que comme tu l'as Exactement. vu, C'est mes pour ça que je cours, pense que c'est quelque chose d'abordable vraiment pour tous, qu'ils aient fait la formation avant ou pas, qu'ils aient tout à fait la fait. initiale ou pas. C'est vraiment, je pense, et de découvrir même juste par ce biais-là ta façon d'enseigner les choses et de promouvoir La la philosophie de l'académie. connaissance comme tu le fais, je pense que c'est vraiment, vraiment à faire et pas à rater. Et moi, je suis impatient de prendre le temps de découvrir tous ces Et cours-là. oui, et on aura l'occasion d'en reparler. J'avais Et pas pu être présent sur la formation en présentiel, même si j'aurais adoré. Mais ouais. voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Mais on se rattrapera avec tous ceux qui feront la formation avec toi, enfin, pendant la même période, là, parce que là, pendant le mois d'avril et mai, on va mettre en ligne cette formation. On rassemblera un petit peu tout le monde après pour pouvoir discuter Carrément, de ça carrément. et parler des implications que ça a pour se rendre compte à quel point ça change les choses et qu'est-ce que ça dit de nous dans nos habitudes quotidiennes,
tu vois, dans notre façon que nous avons de prendre soin de nous. Tu vois, qu'est-ce que ça change concrètement? Et là, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de surprises, des choses que les gens n'avaient pas identifiées parce que c'était des mécanismes. Mais oui, je fais comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça le Ouais, tout à problème. fait. Il faut retrouver individuellement notre souveraineté et retrouver un semblant de liberté en comprenant les mécanismes qui nous pilotent et savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Ouais, ben, j'ai hâte, Baptiste, j'ai hâte. Ça sera très chouette. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, c'était mer- encore une fois toujours un grand plaisir d'échanger toujours ensemble. exactement. Je te remercie beaucoup, beaucoup. On se retrouve pour un ping-pong prochainement. Ouais, carrément, carrément. Et puis, Et bah, écoute, moi, je te dis à très, très vite. On pourra échanger la prochaine fois, je pense, une fois que tu auras fait la formation. carrément.